On peut peut-être faire ses courses sans liste d'épicerie, mais on ne peut pas faire de recherche sans bibliographie. Pourquoi on fait une bibliographie? D'abord, bien sûr, on ne saurait faire une recherche sur un sujet donné sans aller chercher des informations préalables. Et plus ces informations sont nombreuses et pertinentes, mieux on est informé et apte à faire le travail. Par conséquent, lors d'une recherche, on travaille constamment sur notre bibliographie afin de trouver les documents les plus utiles pour notre démarche. Mais pourquoi ensuite l'insérer dans notre travail? Pourquoi on ne la garde pas juste pour nous? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet à ceux qui vont consulter notre recherche de pouvoir aller plus loin en consultant les mêmes documents que vous avez utilisés, ce qui rend votre travail encore plus utile. Mais si on s'en fout d'aider les autres, on n'a pas à la mettre, non? C'est Cédric, mon caméraman. Euh, non, ça sert quand même à quelque chose. En fournissant une bonne bibliographie, vous prouvez le sérieux de votre démarche et vous montrez que vos affirmations reposent sur des bases solides. Et si au contraire, vous fournissez peu ou pas de références bibliographiques, ben là, vous aurez du mal à convaincre vos lecteurs et votre correcteur. Un travail de recherche sans bibliographie ne sera généralement pas pris très au sérieux et il aura une note en conséquence. Alors, comment on fait ça? D'abord, se procurer un guide de présentation. Comme on est au collège Annecyc, on va se fier à l'excellent Petit Rédac, dont je vous ai vanté les mérites dans la première capsule. Vous y avez toutes les informations nécessaires à partir de la page 70. On y trouve même un exemple de bibliographie à la page 111. Dans le Petit Rédac, on nous montre deux méthodes pour présenter vos sources bibliographiques. La méthode traditionnelle, page 70, qui est la plus utilisée en français dans plusieurs domaines, notamment en histoire, mais aussi la méthode auteur-date, page 77, qui est connue aussi sous le vocable APA, davantage à l'honneur dans le monde anglo-saxon, mais répandue aussi dans le monde francophone, notamment dans des disciplines comme la psychologie. Mais attention, une fois que vous avez choisi votre méthode, il est très important de garder la même du début à la fin. L'uniformité est essentielle dans un travail. Une méthode bibliographique, c'est comme un code à respecter. On ne peut pas commencer à changer de code en cours de route, pas plus qu'on ne peut changer de langage de programmation quand on conçoit un logiciel informatique. Il faut garder les mêmes normes. Alors donc, comment la fait-on, cette bibliographie? D'abord, sa place. On la situe normalement à la fin de notre travail. C'est la même chose que pour les livres et les articles. Ça permet au lecteur de la repérer facilement. Ensuite, toutes les références sont classées méthodologiquement en ordre alphabétique de nom de famille d'auteur. Pourquoi faire? Pour mieux se repérer. C'est sûr qu'on n'aura pas de mal à trouver un document dans une bibliographie qui n'en contient que 5 ou 6. Mais souvent, les bibliographies font plusieurs pages, ou même plusieurs dizaines de pages. À ce moment-là, si tous les documents y sont dispersés dans le désordre, ça sera aussi difficile de s'y retrouver que de trouver une aiguille dans une botte de foin. À ce moment-là, à quoi sert-elle cette bibliographie? Ouais, mais pourquoi faut-il classer les documents par auteur plutôt que par titre? C'est contraignant. Je suis pour la liberté, moi. Tout simplement parce que le nom de l'auteur est une des informations les plus importantes, et aussi parce qu'elle est placée au début de la référence, ce qui rend le classement par nom beaucoup plus facile que par titre ou par année. Et parlant de nom, il arrive qu'un livre ou un article ait plus d'un auteur. Vous avez donc dans le petit rédac la façon de procéder dans ces cas-là. Ainsi donc, pour une référence, on commence toujours par le nom, puis le prénom de l'auteur. Ensuite, l'ordre des informations varie selon la méthode utilisée. Mais dans le cas d'un livre, on retrouve toujours le titre, la ville où le livre a été publié, la maison d'édition et l'année de la parution. Dans le cas de la méthode traditionnelle, on ajoute aussi le nombre de pages du livre pour avoir une idée de l'ampleur du document. Quand on est en présence d'un article de périodique, encore une fois, on nomme l'auteur, mais ensuite le titre de l'article qu'on mettra entre guillemets si on suit la méthode traditionnelle. Suivra ensuite le titre de la revue qu'on mettra cette fois-ci en italique, avec ensuite le volume de la revue, puis enfin les pages où se trouve l'article pour plus facilement le repérer. Ouais, mais pourquoi on met parfois des titres en italique, d'autres fois en guillemets? C'est vachement mélangeant. Ben, c'est une convention pour la méthode traditionnelle qui nous permet de savoir tout de suite de quoi il est question. Dans le fond, le titre en italique, c'est le titre qu'on trouve sur la page couverture, que ce soit le titre du livre ou de la revue. Quand c'est entre guillemets, c'est un titre qu'on trouve à l'intérieur, comme un titre d'article dans un livre ou une revue ou une entrée qu'on trouve dans un dictionnaire ou une encyclopédie. Ah ouais, c'est pas bête. Et
Donc, comme vous voyez, c'est un code assez précis, une convention entre l'auteur et le lecteur. C'est pour ça qu'il faut le respecter à la lettre, ainsi mettre les guillemets et les italiques aux bons endroits, mais aussi les virgules et les points aux bonnes places. Tout ça pour que tout le monde se comprenne bien. Alors, dans le petit rédac, il y a aussi des exemples pour comment présenter des articles d'encyclopédie, de dictionnaires ou d'ouvrages collectifs. On nous indique aussi comment présenter des documents électroniques qu'on peut trouver sur Internet. Ah, justement, à ce propos, il y a un détail très important à savoir. Si par hasard vous incluez un site web dans votre bibliographie, ne vous contentez jamais de mettre seulement le URL de votre site dans la bibliographie, à moins de vouloir vous retrouver dans l'enfer des profs mécontents. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur foutre qu'il n'y ait que l'adresse du site? C'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas le titre. On ignore sur quoi ça porte. On ne sait même pas le nom de l'auteur. Comment savoir si c'est une bonne source alors? Ça oblige le prof à aller voir lui-même et l'URL est souvent très long à taper sur l'ordinateur et la moindre petite erreur nous empêche de trouver le site. De quoi le mettre passablement de mauvaise humeur. Plus souvent qu'autrement, il n'ira même pas voir et il vous enlèvera tout simplement des points. Pour éviter ça, il vaut donc mieux ajouter toutes ces informations ainsi que la date à laquelle vous avez consulté le site, car l'information change souvent rapidement sur le net. Alors voilà comment faire une bibliographie. Et si jamais la vôtre est longue, il pourrait être pertinent de la subdiviser en plusieurs sections pour aider votre lecteur à s'y retrouver, comme par exemple en la partageant en plusieurs thématiques, chacune avec leur titre. Vous en avez un bel exemple à la page 111 du Petit Rédac. Alors, si on récapitule, c'est nécessaire de fournir une bibliographie à votre lecteur pour l'aider et aussi pour lui prouver le sérieux de votre démarche. Mais pour qu'elle soit véritablement utile, il faut choisir une méthode de présentation et, surtout, la respecter du début à la fin. Ça veut dire aussi bien l'organiser en ordre d'auteur et, au besoin, par rubrique pour faciliter le repérage des informations. Si vous respectez ces bases méthodologiques, votre travail sera bien meilleur et votre professeur sera bien davantage convaincu et votre note sera plus élevée, ce qui rendra tout le monde heureux. Car, n'oubliez jamais, la métho est votre ami.